Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, je vais quand même m'attaquer sur un coffret et vite parti dans le vif du sujet, sans trop de blablater en disant oui, on va s'attaquer sur un tel ou un tel. Non, on part tout de suite, direct. Eh ben, c'est sur le coffret de La Clique. Oui, le coffret de 5 catcheurs dans le même coffret, justement. Et que sachez que La Clique, c'est pas, on va dire, une faction dans le ring. C'est plutôt une faction politique en coulisses. Et pourtant, ces 5 là sont toujours amis, hormis un qui a quitté, on va dire, ce monde, à la personne de Scott Hall, que peut-être si jamais j'aurais peut-être la chance de le voir, peut-être que je pourrais le prendre, son coffret justement, et aussi le Target classique, où il y a, avec Big Daddy Cold Diesel, mais aussi avec NWO Back in Black, si j'ai l'occasion, alors que du côté de Shawn Michaels Triple H, j'ai quasiment tous les coffrets d'AE, et il restait que celui-ci. Donc, comme je disais, ben, c'est un clan politique en coulisses et qu'ils avaient absolument tous les droits sur peut-être les modifications en coulisses, enfin, coulisses, non, plutôt in-ring. Ils avaient un peu le contrôle. Ils avaient le contrôle de la WWE dans les années 90, années 90 plus précisément, pour mieux parler facilement. Parce que c'est vrai, je reconnais, quand je dis 90, des fois je me gourre, surtout dans un autre chiffre. Et donc c'est pour ça que je préfère utiliser maintenant le terme 90 pour éviter de prendre trop la tête. Et en plus, il est en anglais et il dure 6h40. Et il a été fait justement en 2015. Donc il y a le reportage et les matchs inclus dedans. Donc je vais vous citer ça, même si je sais qu'il y a 3 DVD à l'intérieur. De toute façon, les gars là, j'ai pas besoin de vous le préciser, vous savez bien qu'ils sont Shawn Michaels, Triple H, Razor Ramon, Scott Hall, Big Daddy Cold Diesel, Kevin Nash, The 1-2-3 Kid, qui est, on va dire, X-Pac, Six, ou alors Six-Pack, mais sur un autre nom aussi, sous le nom de Sean Waltman. Comme ça, pour ceux qui sont nouveaux et qui savent pas qui ils sont, au moins, voilà, vous êtes, on va dire, maintenant au courant. Parce que je sais qu'il y en a qui doivent sûrement peut-être regarder mes vidéos, mais il y en a qui sont peut-être pas abonnés. Parce que je sais qu'il y a le petit quart du problème. Des commentaires, ben, faut dire, je reçois, on va dire, très 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 peu de commentaires des nouveaux venus. Parce que des fois, c'est tout le temps la même personne. Et que le cher monsieur WW Réseau Souvenir ne fait que, on va dire, commenter mes anciennes vidéos. Surtout, plus récemment que j'ai eu le message concernant, on va dire, ma deuxième vidéo, mais c'était sur le coffret de Shawn Michaels, Heartbreak and Triumph, où il veut me recorriger alors que à cette période je venais de débuter et que je savais les informations, mais que j'oubliais un en particulier, notamment l'équipe de la Résistance, alors que je sais qui sont la Résistance. Faut pas que tu me fais rappeler, car la Résistance, le nom, je le connais depuis pas mal d'années, quoi. C'est juste que le dernier, Rob ou Robert Conway, il m'a totalement échappé, quoi. Alors que ce soit Sylvain Grenier qui est René Dupré ou René Dupré Sylvain Grenier, peu importe qui il s'agit, je sais qui c'est. Donc je sais que ce sont des Canadiens québécois qui se font appeler les Français alors que ce ne sont pas des Français. Donc Monsieur WW Réseau Souvenir, au lieu d'essayer de me recorriger, sache que j'étais à mes tout débuts et que tu n'as pas à me recorriger sur ça. Hein, car je t'autorise à aller voir dans la description si tu as des balls pour voir ça. Toi qui adores intervenir comme un cheveu sur la soupe. Donc pour le premier DVD, c'est le reportage. Donc Friends for Life, donc les amis pour la vie. Alors tout d'abord, ben, ça commençait avec les 5 catcheurs qui parlaient.
pas tous en même temps, mais de manière séparément. Des fois, il y a d'autres catcheurs qui interviennent aussi, de comment ça se passait en coulisses. Et que l'idée de la clique, ça venait de l'idée de Shawn Michaels, hein, vu comment il est très bien résumé dans Heartbreak and Triumph, comme quoi c'était son idée à lui de former normalement quatre personnes qui sont, on va dire, passionnés de catch à l'ancienne, qui adorent faire la fête, passer du temps, et aussi de, de un peu contrôler les choses en coulisses, notamment pour être leader des vestiaires, pour un tout petit peu bisouter les catcheurs, ça je sais, et c'est pas une légende, c'est un mythe, c'est un fait en plus. Ils étaient connus pour un peu intimider les jeunes ou les catcheurs qui ont pas trop, qui savent pas quoi en faire. Je sais bien qu'il y a eu le cas de Jean-Pierre Lafitte, même de Shane Douglas, alors que lui voulait intégrer la clique, mais ils l'ont rejeté. Ça, ils l'ont pas dit dans le documentaire, mais il est apparu dans le documentaire, mais il n'avait pas d'intervention concernant à ce sujet. Et que Shane Douglas reprochait notamment à Shawn Michaels et aux membres de la clique de lui avoir pourri sa carrière au sein de la WWF à l'époque. Et aussi une affaire de meuf, notamment avec Sonny et Chris Candido, parce que Shawn Michaels adorait s'amuser avec Sonny et que il faisait des affaires personnelles. Bref, vous savez bien de quoi il s'agit. Et en plus, je sais que Monsieur Dr Wrestling le résume très très bien, mieux que moi en tout cas. Comme quoi, voilà, ils adoraient s'amuser et que Chris Candido en a déprimé. Il s'est, on va dire, senti, on va dire, dans un profond mal-être, car il était, on va dire, peut-être dans une dépression profonde. Je sais pas si c'est ça, mais il était, on va dire, proche de Sony en tout cas, et que et qu'il a même pensé aussi à mettre fin à ses jours. Et d'ailleurs, au cours des années 2000, alors qu'il avait une blessure au genou, je crois que c'est ça, hein, mais à ce qui paraît, lors d'une intervention, eh ben, il n'a pas survécu. Et que peut-être est-ce que c'est à cause de la dépression ou je ne sais pas, mais en tout cas c'était on va dire bien sombre. Et faut dire maintenant les intimidateurs dans les vestiaires. Aujourd'hui, heureusement, peut-être que ça n'existe plus, parce que je sais qu'il y en a des vieux gars qui adorent bisouter les nouveaux catcheurs et des personnes pour se bagarrer, parce que des bagarres en coulisses, il y en avait, notamment sur la chaîne de Catch Club, il y en a pas mal, et qu'il en a cité, mais après, je ne sais pas s'il va encore faire un autre top. Je suis pas spécialiste dans ce qu'il peut encore produire, vu comment je sais qu'il avait des projets qui devaient normalement en dire, mais qui ne l'a pas fait. C'est pas une balle réelle, c'est un fait. Bon, allez, sans trop parler de ça, de tous les mauvais côtés qu'avait la clique. Donc, The Forming and Bond. Bon, ouais, ben, bien sûr, comme je disais, c'était comme un genre d'équipe en coulisses. C'est un peu aussi avec le cas de l'Undertaker, parce que sous son ventre de l'Undertaker, il était marqué BSK pour Bond Street Crew, je crois, alors qu'il avait pas mal d'amis en coulisses, mais sauf que c'était pas, on va dire, une faction avec le Taker, hein. C'est plus, voilà, plus un clan d'amis. C'est peut-être pas politique. Non, je pense pas que c'est politique en coulisses, mais voilà, il s'en est fait des amis. Et que, au moins, pour ceux qui ne le savent pas, vous le saviez. Bon, après, il y en a sûrement un enquiquineur, et je sais de qui je parle, parce que je sais que celui-là adore foutre la merde en disant des infos voilà, pour que je me justifie, parce que c'est son plus gros, comment on dit, pas son plus gros défaut, mais plutôt son plus gros truc. Voilà, son plus gros truc pour intervenir. Excusez-moi.
Brand, Forming the Brand. Après, Straight and the Number. Je passe direct, hein, vu comment j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Vu comment ce qui est marqué, c'est très très peu. Click et Only. Et justement, on va parler aussi de The Curling Call, l'incident de rideau qui a eu lieu dans un house show de la WWF lors d'un match entre Shawn Michaels contre Big Daddy Cool, Diesel et Kevin Nash, lors d'un match en cage pour le titre justement, et que lorsqu'ils se sont affrontés, eh bien sûr c'est Shawn Michaels qui remporte le match, mais aussi c'était le dernier match de Diesel, mais aussi de Scott Hall. Donc c'était leur dernier match à tous les deux, et qu'à la fin, Razor Ramon intervenait pour féliciter Shawn Michaels, mais aussi pour féliciter Big Daddy Cool Diesel, jusqu'à ce que Triple H arrive, Hunter Hearst Helmsley, et que, les deux, enfin, les quatre plutôt, ils se prennent tous les quatre dans les bras, des fois l'un pour l'autre. Eh ben, ça crée, on va dire, un genre de choc, vu comment les deux heels, normalement, que sont ben, peut-être les trois, donc Kevin Nash, Scott Hall et Triple H, eh ben, ils cassent le quatrième mur en sortant de leur personnage pour se faire un câlin. Alors que normalement, c'est un truc qui ne se fait absolument pas. Mais vraiment, ça se fait vraiment pas. Car maintenant, s'il y en a un qui sort de son personnage, après on s'étonne pourquoi on dit que voilà, le catch c'est du chiquet. Parce que je sais bien qu'il y en a qui disent ça, parce qu'on sait que ce sont, on va dire, pas des vrais méchants, pas des vrais gentils. Mais après, il y a des gentils qui sont méchants dans la vraie vie, et il y a des méchants qui sont gentils dans la vraie vie. Des fois, ça peut, voilà, ça peut mixer, ça peut switcher à tout moment. Donc, celui qui a été puni dans cette histoire entre Shawn Michaels et Triple H, eh ben, c'était Triple H. Parce que Shawn Michaels était le champion et que voilà, il était devenu intouchable. Par contre, s'il n'était pas champion, c'est sûr, il aurait des grosses conséquences. Et je suis sûr, parce que il faut savoir, c'est que Shawn Michaels était aussi une sacrée diva, hein. Et c'est pas moi qui le dise, vu comment ses collègues le disaient déjà que c'était, qu'il avait déjà un comportement de diva, qui passait son temps à se plaindre, à gueuler en coulisses, à, à se plaindre comme s'il allait démissionner, qu'il allait encore reprendre son poste. Bref, il abusait trop de son notoriété. Vraiment, il abusait de trop, Michaels, et que c'était un véritable connard. Et même si on l'adorait à cette période-là, il avait des démons qui rongeaient en lui, hein. Et aussi, il n'était pas non plus une bonne personne, hein, vraiment pas du tout, hein. Bon, après, c'était aussi le cas de Triple H. Il n'était pas non plus tout blanc dans cette histoire, mais il savait aussi se faire repentir des fois, à remonter la pente. Alors que One Two Three Kid, lui, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à comprendre le bonhomme. Peut-être qu'il a un tout petit côté connard, mais qu'on le remarque pas forcément. Diesel et Ramon, c'est soit ils sont cool, soit ils sont connards. C'est, c'est un peu le cas, on va dire, c'est un peu une faction de connards. Et oui, je suis passé à côté de ça, entre X-Pac et Triple H, lors de In Your House Backlash. Bref, au moins, petit résumé comme ça. Et que oui, je disais qu'il en a subi les conséquences, parce que Triple H, voilà, vu comment il n'était pas champion, que ce soit intercontinental ou par équipe, vu comment il avait rien à gagner, eh ben c'est lui qui a tout pris dans la gueule, et qu'il est descendu en très bas de l'échelle, et il a mis, on va dire, peut-être un an à se remettre à cause de cet incident dans un house show, vu comment McMahon lui disait qu'il en voulait pas personnellement, mais que il y a des conséquences, et qu'il lui a aussi dit qu'il devra manger de la merde et qu'il va apprécier le goût. Et c'est une métaphore, hein, pas du vrai caca, hein. Voilà, il faut se rendre à l'évidence, c'est une métaphore. D'ailleurs, de dire tu vas en baver, tu vas te faire enterrer. À chaque match, à chaque catcheur que tu vas croiser, tu vas te faire enterrer.
Et normalement, ça c'est très humiliant, ça c'est très 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 humiliant. Mais après Triple H, il disait que, que c'était une bonne leçon pour lui et que ça lui a aidé à remonter la pente. Comme quoi, c'est que son avis. Alors que les deux outsiders étaient partis à la WCW pour justement révolutionner avec Hulk Hogan, qui vont former la NWO, un clan très connu que j'ai pas besoin de vous résumer qui sont, car ce serait, on va dire, très très long à vous expliquer, vu comment vous le saviez tout sur la NWO. Bon, ils ont certes révolutionné la WCW, mais surtout Triple H, Shawn Michaels et X-Pac, je crois qu'il était là aussi au début, ou alors il n'était pas encore là, mais il était à la WCW pour essayer aussi de révolutionner avec la NWO. Mais ces deux-là, Shawn Michaels et Triple H, eux, ils ont révolutionné justement la WWF dans la DX. Donc ils ont formé la DX. Donc c'était une bataille entre la DX et la NWO pour les Monday Night Wars, entre Raw et Nitro, que je ne vous fais pas de résumé, car si jamais j'ai les coffrets de Monday Night Wars, un en 4 DVD et l'autre aussi, je crois, en 4 DVD, ben je le ferai, sans aucun problème. Bon, après, c'est vrai qu'il m'en manque, hein. Notamment ECW Unreleased. Bref, au moins, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ça. Et qu'après, ils ont eu des hauts et des bas, même dans la DX, comme pour la NWO. Jusqu'à ce qu'il y ait leur achat... Enfin, pas encore là. Jusqu'à ce que Shawn Michaels se blesse au dos, et que son dernier match, c'était face à Austin, même s'il apparaissait dans les shows de la WWE en tant que commissionnaire de la WWF, notamment du côté de Raw. Tantôt il arbitrait, tantôt il commentait. Et voilà, certes, il était comme soi-disant absent, mais il était toujours présent à la WWF. Mais qu'il ne combat pas. Et qu'après, on sait entre-temps, il va avoir son premier enfant, il va se consacrer à la religion, il va rencontrer Dieu, il va même former une école de catch, où il va notamment entraîner pas mal de catcheurs, comme Bryan Danielson, qui est Daniel Bryan, Brian Kendrick, qui sera devenu aussi Spanky, Jimmy Wang Yang, Garrison Cade, ou Lance Cade, si on peut appeler ça comme ça, et vraiment d'autres, hein. Peut-être que j'en ai oublié quelques-uns, mais vraiment d'autres. Alors que Triple H, lui, il était au top du top de la WWF, et que Scott Hall, Kevin Nash et Six revient, notamment en 2002, et qu'après, le temps passe, euh, Kevin Nash, Scott Hall et Six, eux, ils vont du côté de la TNA. Ils l'ont pas précisé, je pense pas qu'ils mentionnent la TNA, mais voilà, on sait qu'ils sont partis à la TNA pendant pas mal d'années, et que lors de 2011, Kevin Nash arrive, alors que Shawn Michaels, ben, lui, il est à la retraite, il se fait introniser justement la même année, et que voilà, Kevin Nash attaque Triple H, où ça va leur mener leur rivalité, et que entre 2014 et 2015, Razor Ramon, Scott Hall, il va se faire introniser, notamment du Hall of Fame de 2014, et de 2015, ce sera Kevin Nash. Et des années plus tard, l'ADX se fera introniser. Oui, Triple H, Shawn Michaels, X-Pac, les New Age Outlaws et Shayna. Donc, entre-temps, Shawn Michaels, il sera 2 fois Hall of Famer, alors que Triple H n'est qu'une seule fois Hall of Famer. Peut-être pour sa carrière solo, il sera Hall of Famer, mais aussi dans l'évolution. Et vous imaginez aussi, même, même dans l'autorité, il sera intronisé. Donc, ça fera 4 fois qu'il se fera introniser. Alors que Ric Flair, lui, va se faire introniser 3 fois. Batista, peut-être 2 fois. Randy Orton, 1 fois, peut-être en carrière solo, 2 fois. Bref, vous avez compris sur ça. Et que la NWO, eux, ils se feront introniser entre 2020 et 2021. Parce qu'en 2020, il y a eu la pandémie, ils n'étaient pas présents, donc ils ont dû attendre 2021. Mais bon, de toute façon, il y a la classe 2020 et 2021, donc au moins, ils ont su rattraper l'année perdue.
jusqu'à ce qu'en 2022, je crois que c'est bien en 2022, Scott Hall, ben, il attrape, je crois, une maladie, peut-être comme quelque chose comme ça, et que et qu'il était sur le point de mourir, et que voilà, c'est un des membres qui part vraiment trop tôt, si je puis dire, même s'il avait pas mal d'âge, enfin, je ne saurais pas vous résumer l'âge qu'il a. Je sais que Wikipédia peut vous sauver et que je ne peux pas utiliser Wikipédia en ce moment. Voilà, donc comme je peux vous dire, Wikipédia, c'est notre ami, je ne suis pas con, donc je sais me renseigner et que me renseigner sur des catcheurs sur Wikipédia, c'est l'astuce pour avoir beaucoup plus d'informations. Ouais, parce que quand j'entends son intervention à l'autre teubé, l'autre l'autre je sais mieux que toi, je sais mieux que tout le monde, ouais, je me prends pour une star, vas-y, fais-moi des vidéos, allez, fais-le, je t'en supplie, voilà, je suis ton plus grand fan préféré. Alors que moi, j'ai dit que les deux vidéos, même s'ils ont été démolis à cause du bug, ça fait pas mal de mois que je ne veux pas le faire et que je ne veux pas. Parce que Parce que je sais pas faire autrement. Parce qu'après, tu vas sûrement dire, ouais, vas-y, refaire celui-là, refais l'autre, refais. Allez, refais, fais-le. Je t'en supplie, mon petit chaton, mon petit chien. Oh, je t'aime, mon petit chien. Eh, lèche-moi les pieds tant que t'y es, cinéphile. Lèche-moi les pieds tant que t'y es. Ou encore, plus dégueulasse, euh, lèche-moi la sucette. C'est une métaphore, hein, sachez-le, c'est une métaphore. Bref, t'es vraiment c'est pas pour rien, je veux pas être méchant, hein, mais c'est pas pour rien que t'es trisomique. Hein. C'est pas méchant, je dis. Hein, je n'insulte pas les trisomiques, vu comment, envers leurs handicapés, je vais pas les incendier. Je suis pas comme tous ces connards qui se moquent des handicapés parce qu'ils ont des problèmes physiques ou mentaux. Mais après, moi, comme je dis avec toi, toi, je, toi, je peux te faire une exception, mais pas méchamment. Ça se voit que t'es pas trisomique pour rien et que tu veux me monter à la tête et que moi j'aime pas qu'on me monte à la tête à ce point-là. Bon après, bon, j'espère que t'es pas non plus autiste sur les bords parce que si tu serais trisomique et autiste, alors ça pour les autistes et les trisomies, sachez que c'est le plus gros truc qui peut qui peut paraître à la fois triste mais aussi qui peut être un peu dangereux. Par exemple, si on se moque d'eux, ils peuvent être violents. Et pour ça, vaut mieux s'en méfier pour éviter de les vexer, quoi. Bon, après, tout le monde peut vécu avec un handicap mental, physique, et qu'il y en a qui peuvent dire que c'est un défaut de l'humain ou défaut de la vie, bref, tous les trucs à la mort moineux et qui font partie de la vie. Par exemple, moi, mon plus gros problème est que j'ai aussi un handicap aussi, c'est que j'avais un retard, justement, un retard mental. Ça peut peut-être se ressentir entre les vidéos, hein. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut peut-être se ressentir. Soit parce que j'ai la flemme, ou alors j'ai peut-être pas envie de faire ce que j'ai envie de faire, parce que quand j'ai envie de faire des vidéos, avant je voulais faire par fidélité, mais après j'ai ressenti une envie d'un peu arrêter. Par exemple, si je veux arrêter pendant une semaine, ben, je le fais sans qu'on me pose de questions. Et que à l'heure où je tourne les vidéos, j'ai envie de la sortir au moment où j'ai moi-même envie de la sortir. Et excusez-moi si vous entendez du bruit parce qu'il y a des gosses qui jouent encore. Ouais, ils jouent encore au football de rue. Bon, allez, je vais clôturer le documentaire. Donc, The Divine, Excess Baggage et Resurgence. Bref, voilà. Maintenant, on passe au DVD 2. Lors d'un Monday Night Raw, le 17 mai 1993, ou 93, si je peux dire, entre The Kid, One, Two, Three Kid, mais sauf qu'il se faisait appeler The Kid à l'époque, mais en commentaire, en commentaire, non, en description, je vais quand même marquer The One, Two, Three Kid, même s'il se faisait appeler The Kid, mais je vais quand même l'appeler comme ça.
Donc, c'est là où The Kid, il bat Razor Ramon à la surprise générale. Et c'est à cet instant-là qui se fera appeler 1, 2, 3 Kid. Et cette fois-ci, j'ai pris des notes, oui. Ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Et on repoursuit. Donc, c'est la revanche cette fois-ci, mais le 21 juin de 1993-93. Razor Ramon contre 1, 2, 3 Kid, où il y avait de l'argent qui était en jeu dans un tout petit sac. Ouais, vu comment, à la grande époque, Razor Ramon, vu comment il, il transpirait le machiste, vu comment il adore d'être macho sur les bords, et un peu virulent. Bref, un mauvais garçon qui se prenait un peu pour Tony Montana de Scarface. Donc, c'est qui pour vous Scarface? C'est un film de gangster qui est, on va dire, un film très connu et que ça a notamment inspiré quelques catcheurs à avoir un même personnage, euh, le côté gangster, des personnes qui vendent de la drogue, de l'argent illégal, bref, bref comme il adore ajouter ben, dans le film le monde ou rien, enfin le monde Chico. Un peu comme chanter, enfin, comme rapper justement Ademo et NOS, donc l'équipe de PNL. Si vous ne connaissez pas l'équipe de PNL, c'est dans le rap français. Bon, après, il n'y a pas que dans le rap français qui s'intéresse au côté Scarface, hein. Même les rappeurs US, un peu comme French Montana, vu comment Montana, c'est comme Tony Montana. Et que oui, je sais, Tony Montana, c'est interprété par Al Pacino. Donc je ne suis pas bête sur les bords. Je ne suis pas bête sur les bords. Bon, après, même dans le rap français, il y en a qui ont un peu les mêmes gimmicks, hein, parce que sachez que même dans le rap français, il y en a qui ont des gimmicks, mais des fois des gimmicks exactement similaires, et il y en a qui sortent pas du lot. Il y en a qui se ressemblent tellement, pas au niveau de la voix, mais au niveau de l'apparence vestimentaire, des fois l'apparence physique, des fois ça dépend. Parce que des fois, voilà, il y a des Tchécards, des mecs de cité, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, tout type, quoi. Et que je disais à propos de Montana, ben, il y a French Montana qui inspire ce nom. Bref, tout à savoir sur l'univers de Scarface. Voilà, tout ce que je peux en dire, et ben, à chaque fois que Reza Ramon ouvre la bouche, et ben, il fait l'accent cubain, anglo-cubain, quoi, à la manière de Tony Montana. Mais que le monde Chico, ça vient de un ami à Tony Montana, je pense, dans le film. Donc en gros, voilà, voilà, il veut corriger ce gamin. Il veut corriger ce gamin hein, très dynamique et il veut lui donner une bonne leçon, même si c'est pour de l'argent. Et en parlant de ça, ben, il va le faire justement. Il va quasiment dominer la moitié du match jusqu'à ce que voilà, 1, 2, 3 Kid, il remonte la pente, il commence à sortir des beaux moves, les kicks, les moonsaults, et que au moment où il croyait l'avoir, Razor Ramon, eh ben, il pique l'argent, il s'en va directement ben, justement dans la rampe d'entrée, et qui commence à partir en mi-usine, et que c'est là où Razor Ramon, lui, voilà, il lui dit l'air de dire que tu vas me rendre le fric et que si tu le fais pas, je te le prendrai de force, Chico. Ah, inspiration cubain et que je sais que, comme j'ai dit dans les rappeurs US et dans les rappeurs français, notamment la Crime, PNL et tout autre rappeur, peuvent dire des fois aussi, par exemple, même le monde ou rien. Voilà, c'est le monde ou rien, ouais, ouais, ouais. Bref, c'était nul ce que je viens de dire, mais c'est un peu le même fourri, hein. Donc je repoursuis, et pourtant ce ne sera pas 1, 2, 3 Kid qui va affronter une nouvelle fois Razor Ramon, mais Diesel du 29 novembre 1993. Là où il n'y a pas d'enjeu et que... Oh là là, l'issue de ce match. Tout ce que je peux en dire, c'est victoire par disqualification à cause que Shawn Michaels est intervenu pour lui faire un switch en musique. Et que c'est là où 1, 2, 3 Kid vient à la rescousse de Razor Ramon,
et que les deux, maintenant, ils se sont rabibochés, et que, si je crois bien, il fait un face turn mémorable, Razor Ramon. Malgré qu'il y a... Par contre, je ne l'ai pas dit entre le premier match entre One Two Three Kid et Razor Ramon. Non, le deuxième, pas le premier. Donc le deuxième, c'est un 3,5, mais que c'était un match nul, et que là, c'est victoire par disqualification, donc Razor Ramon remporte ça, et Diesel perd par disqualification. Donc il y a, on va dire, le match entre The One Two Three Kid et Shawn Michaels, donc le 6 décembre 1993, et que cette fois-ci, ça va durer un tout petit peu plus longtemps dans ce match-là. Par contre, je me rappelle que des prises de haute volée, c'est tout ce que je peux en dire, jusqu'à ce que Shawn Michaels fait un switch in musique et il décide de imiter Razor Ramon en faisant le Razor's Edge. Il va l'effectuer 2 fois, mais au moment où il veut l'effectuer une 3e fois, Razor Ramon arrive pour sauver les niches de Kid. Donc il voulait faire sa 3e Razor's Edge, mais jamais 203. Et au moment où il était prêt à fuir, il s'assoit près de la rampe, l'air de la pleurer. Non, s'il te plaît, ne me frappe pas, je t'en supplie, je te ferai tout ce que tu voudras. Si tu veux qu'on vaille boire une bière, on va boire une bière. Et c'est là, oui, c'est là, où Diesel lui donne un sacré punch dans la figure de Razor Ramon. Et ça permet à Shawn Michaels de l'attaquer et de le déchirer sa chemise, pas hawaïenne, mais chemise à carreaux noir et blanc, et qui veut l'effectuer le Razor's Edge. Et il va l'effectuer malgré que Razor Ramon, c'est quelqu'un de très grand pourtant, il est vraiment très grand. Et il arrive à l'effectuer. Bon, après, lorsqu'il a effectué le Razor's Edge, il a juste à s'abaisser, mais en douceur pour le faire, on va dire, un peu chuter sous le béton. Bref, on va dire un semi-protection de la chute. Et que ce match-là, c'est un match nul, honnêtement, mais 3,50. Alors que le premier match entre Razor et Diesel, c'est à 3,40. Et maintenant, je poursuis. Encore du côté de Raw. Le 21 février 1994, pour les titres par équipe. Entre Razor Ramon et The One Two Three Kid contre les Québécois. Enfin, les Québécois. Pareil, dans cette équipe-là aussi, j'avais confondu les différentes personnes. Par exemple, je croyais que Raymond Rougeau faisait équipe avec son frère Jacques Rougeau, je croyais. Eh ben non. Notamment Jacques Rougeau, qui se fera appeler The Québécois Jacques. Mais peut-être que je vais les mettre leur pseudo dans la description. Par exemple, Québécois Jacques Rougeau, Québécois PCO pour Pierre-Carl Ouellette, ou Jean-Pierre Lafitte. De toute façon, PCO, c'est Pierre-Carl Ouellette. Et qu'il catch encore actuellement du côté d'Impact Wrestling. Et que j'ai déjà vu notamment le show d'Impact très récemment. Notamment avec des nouveaux champions et tout ça. Bref, je suis l'actualité de Impact, comme de la EW, et tout autre, vraiment tout autre. Donc, un match très disputé entre les Québécois et l'équipe Bad Guy. Et que ceux qui remportent le match, c'est Razor Ramon et The One Two Three Kid, alors que Shawn Michaels et Diesel regardaient le match de plus près pour les narguer justement. Et voilà quoi, rien d'autre à dire si ce n'est qu'ils remportent le match avant l'affrontement de WrestleMania 10. Donc ce match-là, 3,50. Et dans le WrestleMania 10, vous savez bien, c'est pour le titre intercontinental, double titre intercontinental. Dans un match de l'échelle, où ce match-là fait un 5 étoiles, et que moi j'ai noté le contraire. Donc c'est là où Shawn Michaels catch contre une échelle contre Razor Ramon. Et pourtant, c'est Razor Ramon qui remporte le titre. Voilà, j'ai pas besoin de la faire court parce que, voilà, on a compris avec ce match-là aussi. Donc 4,10, victoire de Razor Ramon, Scott Hall. Et là, ce match-là, il est présent dans les stars des années 90 ou 90. Donc à Superstars,
le 30 avril 1994 pour le titre intercontinental. C'est Diesel qui remporte le titre intercontinental à cause de la distraction de Shawn Michaels pour déstabiliser Razor Ramon. Voilà, ça c'est comme je peux vous le dire. Peut-être que j'ai dit le contraire, mais j'avais dit le contraire à l'époque, mais c'est victoire de Diesel, car je l'ai vu pour de vrai. Ce match-là, je lui avais mis combien? 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 3,50, encore une fois. Et là, ben, on passe du 30 octobre, mais à WWF The Action Zone. Je sais pas si c'était encore un show hebdomadaire comme Monday Night Raw, vu comment ils avaient Superstars et ça, je me demandais, tiens, encore un nouveau show, c'est... Je sais pas ce qu'ils avaient en tête, mais en tout cas, c'était pas encore du top. C'était pas encore du top, malheureusement. Et que ce match-là a duré un peu plus longtemps. Je me rappelle des prises, de la guet-apens sous guet-apens, jusqu'à ce que Shawn Michaels fait un switch de musique par accident sur Diesel, et que pendant plus de minutes, Diesel ne répond plus. Il est au pays des rêves, et pourtant, ils vont réussir à remporter le match, Shawn Michaels et Diesel, à conserver les titres par équipe. C'est tout ce que je peux en dire. Ce match-là... Où êtes-vous 3,70, 70 bien sûr. Et là, maintenant je passe au-dessus, donc c'est toujours dans le DVD 2, au Survivor Series le 23 novembre 1994. Match traditionnel, 5 contre 5 à élimination. L'équipe Bad Guys contre team Streets. Alors, dans l'équipe Bad Guy, où êtes-vous? Ah, j'ai trouvé. Alors, il y avait Razor Ramon, The 1-2-3 Kid, The British Bulldog Davey Boy Smith, The Headshrinkers, donc Samu et Fatou, qui est Rikishi. Fatou, c'est Rikishi, hein, bien sûr. Hein. Avant, j'avais pas su l'occasion de le dire, mais maintenant vous le saviez. Alors, dans l'équipe The Team Street, Shawn Michaels, The Big Daddy Cool Diesel, avec King of Heart, Owen Hart, et Jim The Evil Neidhart. Et pour terminer, Double J, Jeff Jarrett. Donc, un match traditionnel où c'était très disputé même, c'était très serré en même temps. Jusqu'à ce qu'on va dire, je crois que Razor Ramon, il était seul, vu comment la moitié de son équipe se faisait éliminer par l'équipe de Shawn Michaels, jusqu'à ce qu'il y ait une embrouille qui éclate entre Michaels et Nash. Donc ça provoque une dispute, tentative de s'en prendre à Michaels, parce que Diesel veut s'en prendre à Michaels pour lui donner une leçon en disant que c'est pas sa chose, que c'est pas, on va dire, son gros chien, c'est pas sa bitch, c'est pas sa bitch, c'est un peu vulgaire, alors que ça permet à Owen Hart, Jim Neidhart et Jeff Jarrett, non, Jeff Jarrett, lui, il se fait sacrifier. Je pense qu'il se fait sacrifier, ou alors il rejoint la partie, mais entre autres, l'équipe de 5 personnes, il perd le match. Donc les 5 mecs perdent le match, et c'est Razor Ramon qui remporte le match sur un simple décompte extérieur. Tout le monde. Et je me suis dit, what? Sérieux? Ça s'est réellement passé comme ça? Bon, après, le match était pas mal, hein, vu comment il s'est passé énormément, pas mal d'échanges. Mais je passe. Donc, victoire de l'équipe Bad Guy, 3,80. Et maintenant, Razor Ramon contre Hunter Hearst Helmsley, Triple H. Et ce que je peux en dire, c'est que, bien sûr, ça a Raw le 22 janvier 1996. Ce que je peux en dire, c'est que ils avaient pas mal d'affrontements dans le match. Pas mal. Jusqu'à ce que, si je crois bien, The Kid, il arrive. Je ne sais pas pourquoi il arrive, mais on dirait qu'il se retourne contre Razor Ramon. Donc il se retourne contre lui. Il le fait balader autour du ring. Et suite à ça, Hunter, il remporte le match par décompte extérieur.
Ça ne plaît pas à Razor Ramon qui veut lui donner une leçon, qui fait son Razor's Edge, mais ça ne servait à rien vu comment le match était terminé. Mais bon, ce match-là, où êtes-vous, monsieur? 3,60, malgré une fin controversée. Et pour finir, à Inyar House, le 18 février 1996, un Crybaby match, donc match de pleurnichard de bébé, enfin, bébé qui pleure, quoi. Alors, sachez qu'il y avait un incompréhension quand j'avais fait le Target classique, que j'avais fait une review dessus. Peut-être que vous allez le remarquer, mais je ne vais pas le refaire. Parce que si l'autre veut que je refasse pour flatter son ego, pas moi, parce que j'ai pas envie de le refaire, parce que pour moi, ça perd du temps. Vraiment, ça perd du temps. Et je m'en fous s'il veut pas comprendre, il va comprendre autrement. À quel point c'est moi qui ai le choix. Si j'ai pas envie de le refaire, j'ai pas envie de le refaire. Et que, et que c'est comme ça. Et que si jamais, au bout des mois, peut-être 1 an ou 2, tu me ressors ça, je te dirais non. Catégoriquement, non. Parce que quand c'est non, c'est non. Ouais, en gros, j'avais pas pris ce match au sérieux à cause de cette stipulation. Si l'un des deux pairs devra mettre devra mettre. Nous, chez nous, en Belgique, on dit un lange, alors qu'on dit une couche ou couche culotte, avec de la poudre de bébé pour mettre, allez, je sais pas moi, sous le. C'est pas un pampers en même temps, c'est une couche culotte, quoi. On dirait même pas un vrai couche culotte de bébé, c'est plutôt un genre de. Je sais pas comment on peut le dire. Un genre de tissu qui ressemble à un couche culotte. Ou alors comme un vieux slip. C'est tout ce que je peux en dire de ça. En mettant de la poudre et aussi ben, du lait avec un biberon et peut-être une poussette. Bref, c'était un peu ridicule, mais c'était le match remporté par Razor Ramon. J'avais dit que c'était, on va dire, Kid qui s'en est sorti, mais en vérité, c'était faux. Donc, même si j'ai un peu merdé à dire n'importe quoi, parce que faut savoir, j'enchaînais les reviews sans arrêt et que j'en pouvais plus de faire des allers-retours entre mon salon, ma chambre, mon salon, ma chambre. Je pouvais pas, on va dire, tout me focaliser de ça. Parce qu'aussi, avant, je n'arrêtais pas de regarder trois fois les mêmes coffrets et qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Voilà, j'en pouvais plus, je ne respirais plus. Et que ça a conduit pour moi maintenant à faire des pauses à chaque fois quand je sors des vidéos et il fallait l'accepter ça. Et que un bonhomme ne voulait pas l'accepter alors que je voulais faire comprendre. Mais bon, c'est victoire de Razor Ramon, 3,10, je lui avais mis ça, sans, on va dire, en pardonner sur ce match. Et maintenant, je vais passer très très vite au DVD 3. Donc, In Your House, Good Friends, Better Enemies, le 28 avril 1996, dans un match No Horse Bar, pour le titre de la WWE, Shawn Michaels contre Diesel. Alors, c'est là où ils se battent avec des armes, et que c'est là où il y avait Mad Dog Vachon, le père de Luna Vachon, qui s'avait été fait amputer de la jambe, et qu'il avait une jambe de bois avec lui. Donc Diesel voulait frapper avec, mais c'était Shawn Michaels qui le frappait avec pour partir en switch and music et pour remporter le match. Donc ce match-là, je lui avais mis combien? Je lui avais mis un 3,40 à l'époque. Et maintenant, Shawn Michaels contre Hunter Hearst Helmsley. Un match qui a duré très longtemps et c'était toujours dans un Raw, le 13 mai 1996. Le match a été duré très très long jusqu'à ce qu'il y ait Mr. Perfect qui regarde sur la rampe d'entrée pour voir si je sais pas s'il regardait Triple H ou Shawn Michaels, mais en tout cas, c'est forcément Triple H qui regardait, pour voir s'il faisait du bon taf ou pas du tout, s'il allait échouer. Et évidemment, il allait échouer, car il se fait prendre un switch de musique de la part de Shawn Michaels. Et ce match-là, excusez-moi encore, ça fait 2 fois, 3,80, et maintenant, on passe à Curling Call. Donc, Madison Square Garden, Curling Call, le 19 mai 1996. Dans un match en cage entre Shawn Michaels et Diesel. C'est un match remporté par Shawn Michaels. Et ce match-là, 3,50 malgré que c'était un tout petit court extrait.
Et je vais passer du côté de la WCW parce que je décide d'aller plus vite. À Nitro, le 12 janvier 1998, 98 si vous préférez, pour le titre par équipe de la WCW entre les Outsiders, accompagnés par Hulk Hogan, mais aussi à la dernière minute Macho Man Randy Savage, contre les Steiner Brothers, accompagnés par le Million Dollar Man Ted DiBiase Sr. Alors, c'est les Steiner Brothers qui perdent le match à cause qu'ils avaient mis l'arbitre KO, les Outsiders. Ça permettait à Macho Man d'intervenir et de faire sa elbow de la troisième corde, et que les deux chacals, que sont Scott Hall et Kevin Nash, font tomber à deux pour valider le tombé. Donc voilà, ils remportent le match. Et maintenant, on passe à Halloween Havoc, le 25 octobre 1998. Alors, le match a duré très très long. Très très long, mais aussi très rapidement. Car je me rappelle, ça se battait directement. Voilà, ça partait déjà en couilles. Jusqu'à ce que Scott Hall, voilà, il fait une promo où, où il dégrade un peu Kevin Nash. Parce qu'entre-temps, Scott Hall reste toujours dans la NWO Hollywood, alors que Kevin Nash, lui, l'a formé NWO Wolfpack. Et que, voilà des petites guerres comme ça. Mais sauf que le match n'était pas très très dingue non plus. C'était pas, on va dire, hyper fou fou fou. Et que ça a fini par une victoire de Scott Hall, mais par décompte extérieur. Si je me rappelle, il saignait de la bouche Scott Hall, et ça permettait à Kevin Nash de faire deux fois son Jackknife Powerbomb, mais je croyais qu'il allait remporter le match. Eh ben non, il décide de se casser. Donc, comme ça, tu te casses alors que tu avais largement la victoire au bout des mains. Bref, c'était des fins pourries, si je peux le dire. Vraiment pourries. Et là, du côté de Backlash, Triple H contre X-Pac, je l'avais fait une review sur Backlash de 1999, donc c'est victoire de Triple H sur X-Pac. Si je crois bien, il y avait intervention de Kane qui voulait faire un choc slam sur Chyna et Triple H, et qui voulait laisser du terrain à Sean Waltman, X-Pac. Mais sauf que voilà, il a raté le coup et il se fait prendre un pedigree. Voilà, directement. Et maintenant, du côté de SmackDown, le 28 mars 2002, un match à 6 par équipe. The Hollywood Hulk Hogan, The Rock et Kane contre The NWO Outsiders, moitié quoi. Scott Hall, Kevin Nash et X-Pac, mais sauf que c'est Six, vu comment il est dans la NWO. Donc ce match-là aussi, je vais la faire court. C'est victoire des Face, victoire de Kane et de Hollywood Hulk Hogan et The Rock, d'office. Et que celui qui va être sacrifié, je crois que c'est Scott Hall ou alors peut-être Six. Peut-être, hein, je dis bien. Mais c'est eux qui remportent le match. Donc, entre le match entre Triple H et X-Pac, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est 3,40, alors qu'entre Kevin Nash et Scott Hall, 3,50. Et entre le match entre les Outsiders et l'équipe de Hollywood Hulk Hogan, 3,70. Et maintenant, Kevin Nash contre Triple H à Judgment Day le 18 mai 2003. Tout ce que je sais, c'est que Triple H avait pris sa massue, mais il s'était fait disqualifier. Voilà, je dis comme ça, il se fait disqualifier en frappant l'arbitre le plus con de l'histoire, Earl Hebner. Et du coup, ben, c'est lui qui remporte par disqualification. Mais après, il y a encore une attaque de la part de Kevin Nash sur Triple H et qui fait un jackknife powerbomb sur la table des commentateurs. Voilà, d'office, j'ai pas besoin de résumer ce qu'il y a dans le match. Et maintenant, pour clôturer ce DVD, TLC, le 13 décembre 2009, toute première édition de TLC, pour les titres unifiés par équipe, entre la DX contre The Jerry Show. Alors, si vous avez vu ce pay-per-view, si vous avez le DVD, si vous savez l'issue de ce match, vous savez que c'est victoire de la DX. Vu comment je me rappelle qu'à la fin, même s'il y a eu des échelles cassées, ou encore Big Show qui arrivait à monter dans une échelle instable alors que c'était sur le point de casser. Mais bon, la fin, Jericho, il voulait aller décrocher la ceinture en faisant la courte échelle avec Big Show. Mais sauf que, voilà, Big Show se prend un super kick, un switch de musique dans le bide ou alors dans la figure, et que ça fait chuter Jericho, qu'il atterrit sous la table
directement en plein dedans. Mais sauf que la table ne se casse pas, vu comment c'est la mâchoire ou la gorge qui a pris cher. Alors que Triple H, lui, fait un pedigree sur Big Show. Et non, c'est pas un pedigree. Il allume le Big Show et ils prennent une échelle pour le faire dégager. Et c'est là où Shawn Michaels monte sur l'échelle qui était cassée et qui décroche les ceintures d'office. Voilà, ce match-là, pour clôturer, c'est 3,60. Et voilà, donc voilà, j'étais pas rapide, mais voilà, j'ai tout résumé pour mieux avancer les choses, même si il y en a que je me suis trop retardé, je vais pas vous le mentir. Donc, allez, le documentaire, les matchs et l'ensemble, 4,40, voilà, il était plutôt pas mal, rien d'extraordinaire, mais pas mal. Et voilà, je crois que je vais aussi m'attaquer dans d'autres coffrets si je peux, si j'arrive à aller très vite bien sûr. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.